Chef Documentary France. Vous observerez les exemples les plus distingués de la cuisine française, ceux qui donnent au monde la science de la gastronomie. Ses pratiques généreuses et sophistiquées, et l'harmonie de produits rares et délicats, métamorphosés entre les mains des chefs les plus talentueux. Bienvenue à la maison Benoît Vidal, on est à Val d'Isère, plus précisément au Fournet, 1950 mètres d'altitude, en fond de vallée, un lieu chargé de singularité avec un fort pouvoir attractif qui m'a aimanté il y a plus de 12 ans maintenant. Donc un lieu où je me sens bien, où je me dois d'être, et ça fait 12 ans que j'exprime ma cuisine et ma personnalité au travers d'un lieu chargé de magnétisme avec une forte expression que j'essaye d'adapter à la mienne. Donc nous voilà dans la salle du restaurant, un lieu chargé de matière avec une atmosphère très particulière. Donc c'est important aussi, on retrouve l'identité locale à travers la pierre, le bois, le fer. Donc c'est très chargé en matériaux et ça procure aussi une réflexion sur ce qu'on ressent, les vibrations qu'on a à l'intérieur par rapport bien sûr à la force des montagnes, le côté attractif du lieu et en même temps l'interprétation qu'on peut essayer d'exprimer au travers de tous ces matériaux qui sont autour de nous. Un lieu aussi qu'on a fait évoluer, ça fait 12 ans que je suis ici et qu'on a fait évoluer petit à petit. Quand je suis arrivé il y a 12 ans, c'était un lieu qui accueillait pour des spécialités fromagères et montagnes. Donc la transformation s'est faite en douceur, une première étoile, après une deuxième, donc on a gardé la tête dans les étoiles, puis on continue à faire évoluer ce lieu pour arriver à avoir cette expression aujourd'hui qui, j'espère, me ressemble de plus en plus et aboutit de plus en plus à ce que je veux exprimer. Donc oui, mon équipe est composée d'anciens, de nouveaux, de gens passionnés qui viennent avec moi pour une aventure commune. Donc c'est hyper important de garder les humains avec soi, avec toutes leurs différences, toutes leurs qualités et leurs défauts. C'est aussi ça qui fait qu'on construit quelque chose, aussi bien dans l'aspect humain que dans l'aspect culinaire, que dans l'aspect mobilier, interaction avec le lieu. Je parle toujours du principe qu'on est dans la construction avec les êtres, dans la construction avec les aliments, et on a besoin de tout le monde, donc les caractères forts, les caractères faibles, les doux, ceux qui sont plus timides. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de l'être humain et aussi la grandeur de chaque personne. Donc on est là aussi pour les accompagner, les faire grandir, leur apporter nos connaissances en étant leurs aînés et en même temps eux leur fraîcheur avec leur jeunesse pour pouvoir interpréter et créer aussi. C'est une dynamique de groupe, c'est une dynamique collective. Une saison c'est très court, une saison d'hiver, mais c'est ce que j'aime, c'est ce côté très intense, très puissant du lieu déjà de par sa singularité et en même temps de la rapidité d'une saison d'hiver avec toute la force que ça procure. Moi, je suis quelqu'un qui aime cette dynamique, qui aime l'inculquer aux autres et aussi la recevoir de la part des autres pour pouvoir arriver à créer quelque chose, parce que un groupe c'est toujours plus fort qu'un individu seul et on a besoin de tout le monde. J'ai un mode d'expression qui me permet de raconter ma vie. Les gens viennent partager une émotion, une expérience. C'est ce que je suis, c'est ce que je véhicule au travers de mon expression avec ma cuisine, avec ce qu'elle caractérise, mon parcours, mes souvenirs, le lieu. Voilà, et j'essaye d'exprimer un peu l'unité de ces deux forces, quoi. Donc mon parcours, mon histoire, un lieu, une force, un endroit. Et c'est vrai que je cherche des corrélations entre ces deux univers pour être le plus juste possible dans l'histoire que je raconte, l'histoire de ma vie. Voilà, tout simplement. Donc on va chercher des souvenirs d'enfance, on va chercher, on a un dessert qu'on a retransposé, c'est ni plus ni moins le petit bout de pain avec le chocolat à 4 heures quand on venait de l'école, quelque chose de très simple mais qui est ancré en nous et qu'on veut restituer. Moi j'ai pour souvenir, et comme Madeleine de Proust, un œuf à l'oseille, donc je dois être un des rares enfants à avoir de l'oseille comme souvenir et comme trame de goût, parce que l'acidité de l'oseille était contrebalancée avec le gras de l'œuf. Et j'avais 4-5 ans, ma grand-mère me faisait ça et c'est resté très ancré dans mon ADN. Et ça m'a aussi amené dans ce parcours de recherche de l'acidité et du contraste. Et je m'aperçois que finalement, c'est des bases qui sont posées, mais il y a très longtemps dans ma vie.
Donc à 5 ans déjà, on me faisait goûter des choses qui étaient très controversées dans leur approche. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de cohérence dans cette approche-là. Donc c'est des choses que je juxtapose au jour d'aujourd'hui. Le souvenir d'enfance, j'aime bien aussi le ramener avec une saveur, avec de la maturité. Donc un souvenir d'enfance qui est du riz au lait, on va l'associer avec de la chicorée. Donc on va chercher une amertume, on va chercher quelque chose qui soit complètement opposé de la douceur de l'enfance. Donc aussi c'est des contrastes d'émotions, des contrastes de sensibilité, des contrastes de saveur. Et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. L'acidité avec le gras, la douceur avec l'amertume, et voilà, c'est amener du relief. On est dans un lieu qui est chargé de relief et le relief est hyper important, c'est ce qui va donner la dynamique à notre expression, à notre dégustation. Je dis toujours, il faut pas que ce soit linéaire, il faut pas qu'on s'ennuie à table, il faut procurer des émotions, il faut qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et le client il se dit waouh, ça croustille, c'est moelleux, il y a de la vivacité, il y a de la douceur. En même temps, on va changer de fréquence avec des choses plus gourmandes où on va avoir un côté régressif à la cuillère, puis un côté beaucoup plus graphique aussi sur certains plats, parce que c'est vrai, j'ai un côté peut-être un petit peu artiste où je vais chercher le détail. Et voilà, c'est la complexité des différences qui me stimule aussi et qui me permet d'aller chercher là-dedans. C'est-à-dire ne pas m'ennuyer, moi, et quand j'essaye de ne pas m'ennuyer, j'essaye de penser à mon client qui vient de l'autre côté de l'assiette et qui se dit waouh, et puis ça change, puis ça tourne, puis voilà, on va passer d'une dégustation gourmande à quelque chose de beaucoup plus tendu, puis on va rebasculer sur autre chose, puis on va passer sur des amertumes, à des clins d'œil, des choses qui sont avec des lectures différentes, où on a des choses qui sont venues un petit peu avec plus de pertinence. Donc voilà, je trouve ça très intéressant de donner une lecture différente. J'aime bien la métaphore avec Tintin, de 7 à 77 ans. Donc chaque plat peut être lu et mangé avec une vision très différente de ce qu'il exprime. Donc voilà, l'intéressant c'est de chercher le défaut, de vouloir le corriger, chercher les détails pour que tout soit parfait. Chercher une uniformité, chercher quelque chose d'homogène dans toutes les petites choses. Moi j'aime quand ça se passe bien, quand c'est beau, c'est harmonieux. Voilà. C'est la recherche, la quête de l'harmonie, mais dans tous les détails, dans l'assiette, dans les hommes. Je suis très sensible, c'est vrai, à l'interaction des individus. Donc s'il y a un conflit, tout ça, ça me touche profondément et j'essaye de trouver une solution. Donc voilà, je suis le leader de la maison, donc on va aller chercher des réponses et surtout des solutions à chaque élément de vie de notre quotidien. Et dans l'assiette, c'est la même chose. On va chercher des détails, on va chercher des précisions, on va chercher les contrastes, on en a parlé. On va chercher aussi des métaphores, on va chercher aussi des textures. On est dans un lieu qui est chargé de textures. Visuellement, on en prend plein les yeux parce que notre regard est toujours stimulé et ça mène aussi beaucoup de questionnements en soi. Donc voilà, dans la quête, dans la recherche de la perfection, dans la quête de la recherche de l'harmonie du lieu, c'est-à-dire avoir une harmonie envers soi, envers les équipes, envers le lieu, les clients qu'on accueille et chercher, comme l'alchimie d'un plat, d'une recette, on va chercher une alchimie générale sur l'ensemble du lieu, ce qui nous procure, ce qu'on ressent, cette sensibilité qui est très présente ici, que je veux interpréter. L'objectif numéro 1, c'est de faire plaisir. Je pense que quand on garde ça en tête, les étoiles viennent après par la suite. Donc, on est là pour accueillir, on est là pour faire plaisir, on est là pour se faire plaisir en faisant plaisir. C'est une notion qui doit être très importante. Tout le reste vient avec. Le but, c'est d'être heureux et de rendre les gens heureux. C'est important au jour d'aujourd'hui de se dire que moi, je travaille pas. Je vis de ma passion, je suis un homme passionné de ce qu'il fait, de ce qu'il aime retransposer au travers des assiettes, au travers des humains qui sont avec moi au quotidien. C'est hyper important de trouver des hommes qui adhèrent à des projets qui sont basés sur des valeurs humaines, des valeurs simples. On n'a pas besoin du bling bling, on n'a pas besoin de rien du tout, on a juste besoin de faire plaisir. Ok, donc voilà l'histoire, c'est raconter aussi les poissons de lac alpin, l'identité régionale et la séquencée. On a utilisé aussi des marbres de la région, donc il y a beaucoup de marbreries du côté transalpin, de l'autre côté des Alpes, donc avec les Italiens. Donc ça c'est du marbre de la vallée d'Aoste et j'aimais aussi retransposer dans le côté créatif les supports
C'est marrant la juste position des éléments parce que quand on crée des produits, souvent je m'amuse à imbriquer. Donc on imbrique des choses qu'on a créées au fur et à mesure du processus dans les 12 ans passés. Et c'est marrant parce que quand j'ai fait cette pièce, j'avais déjà eu une cuillère mais j'avais pas mesuré. Et après je me suis aperçu que ma cuillère elle allait directement dans mon truc. Donc ça m'a amené à autre chose. Là pareil, j'avais fait ça. Au début je faisais un esprit d'un tacos parce que je revenais d'un voyage en Amérique du Sud. Je voulais interpréter mon souvenir. Donc j'ai creusé la pierre avec cette forme là. Et après on l'a transféré. Donc du coup ma pâte à tacos, j'ai voulu en faire une tartelette. Puis la tartelette, je l'ai imbriquée d'une façon. Puis finalement elle a atterri ici. Et on a juste à poser avec notre rive flottante, notre cuillère avec notre rillette de brochet qui est glacée avec une soupe de poisson qu'on retrouve ici. Et en même temps on retrouve la crème qui sert à pocher le brochet qu'on a retravaillé avec le gel carvi, donc le carvi qui est le cumin des prés, et on associe avec la carotte, le carotte cumin. Donc on a une trame aussi de cohérence dans notre historique de culinaire classique, et en même temps on l'assimile avec la créativité locale et l'influence qu'on veut y amener. Voilà, c'est un grand jeu. Tout à l'heure je parlais du coffre à jouer, voilà, ça c'est l'exemple parfait du coffre à jouer. Donc l'idée c'est d'associer le céleri et l'écrevisse, donc avec un produit de saison, le céleri, donc, qui est ancré dans l'hiver, et de région avec l'écrevisse. Et en même temps on va s'amuser, toujours avec ce contraire, un côté très graphique qui incite à la dégustation un petit peu plus pointu, avec ces émotions qu'il amène visuellement, et un côté régressif avec quelque chose qu'on va aller chercher à la cuillère, où là on a un côté plus simpliste de l'approche culinaire. Donc moi je trouve que c'est hyper enrichissant de ne pas se cantonner dans un ni dans l'autre. Donc là on s'amuse, toujours dans ce côté attractif où on va aller chercher des dégustations différentes avec un côté graphite où on vient picorer un petit peu à droite à gauche, et là un côté gourmand où on vient chercher. Donc là on va faire le risotto de céleri qui est cuit avec le bouillon des têtes d'écrevisse. Donc pareil, les têtes on sert, on fait un bouillon, le bouillon on le réduit, une partie qu'on va clarifier qui va nous servir avec faire les bonbons qui sont faits avec les parures, les jolies écrevisses qui vont venir en visuel, le céleri aussi on l'a traité de A à Z pour faire zéro gaspillage, les peaux, les épluchures on les a fumées, on les a gardées au fumoir, on les a centrifugées et on les monte au beurre noisette pour faire une sauce. Les parures, on a fait une purée qui va nous servir d'onctuosité de base. Une partie qu'on aura fait en brunoise qui est cuit comme un risotto, mais le risotto on l'a cuit avec le jus de crustacé. Et on va rajouter notre émulsion de céleri par-dessus. Donc en fait on imbrique deux parties très, très différentes pour leur donner voilà, ce que je t'expliquais, l'unité entre le côté terrien, le côté aussi aquatique. Donc ça c'est marrant de pouvoir les assimiler. Et après on va leur donner de la pertinence avec une saveur, une plante locale, un épice. J'aime beaucoup la tension, l'acidité. On parlait de relief tout à l'heure, c'est ça. L'acidité elle va amener du relief dans la dégustation. S'il n'y a pas de tension dans le plat, il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'émotion. Donc aussi bien la texture que la saveur amène à la dégustation avec des puissances, avec des marches, avec des paliers progressifs, des choses, ça va croquer, ça va croustiller, il va y avoir de la mâche, du moelleux, la gourmandise, la sauce, le côté régressif, le bout de pain trempé où on va venir, ça éclate en bouche, c'est gourmand, voilà, c'est... On y va les deux risottos. Donc, et pareil, on va encore plus loin dans ce que je veux exprimer. Moi, mes origines sont catalanes et c'est vrai que bord de Méditerranée, on utilisait beaucoup les jus de crustacés et tout ça, qu'on liait avec du cacao pour faire comme des civets, comme du gibier. Donc l'idée, c'est de reprendre un produit local avec l'écrevisse et assimiler ma racine à moi. Donc mes racines sont en Méditerranée, je les renie pas, elles ne sont pas ici, mais il y a une trame, donc j'ai associé aussi le jus des écrevisses avec du cacao, ça va lui donner du liant, une amertume et une longueur en bouche. Donc là, pour rappel, on va rajouter un tout petit peu de poudre de cacao, voilà. Donc et pareil, le cacao c'est une amertume. Donc l'amertume du cacao vient contrebalancer avec la douceur du céleri. Donc on est toujours dans ce jeu de répondance. Ouais. Allez, ça passe deux marchés s'il vous plaît les gars. Donc voilà la sauce. On va aller mettre notre mousseuse céleri fumé et beurre noisette. Donc en même temps, on a un côté surprise, donc ce que je disais tout à l'heure, l'opposition
elle est toujours présente, un côté très graphique et un côté presque mystérieux, donc ça incite à y aller, à découvrir. Donc voilà, il y a deux aspects aussi que j'aime beaucoup, et puis on fait toujours, c'est-à-dire le but c'est d'avoir un côté là, et on amène la sauce et on termine l'éphémère, l'éphémère elle leur appartient. Donc voilà, notre travail à nous est terminé, c'est à eux maintenant à s'approprier le moment. Et j'aime beaucoup ce passage de l'éphémère. Tiens Lulu, tu peux prendre le plateau. J'aime beaucoup ce côté éphémère de notre expression où ça reste juste un moment, voilà. Et il nous appartient plus et il est à eux. C'est eux qui vont se l'approprier. La 15, ça parlait devant les deux canards, Anto. Je pense qu'en termes de cuisiner, on a un rôle aussi de relais entre la nature et les humains. Je parle souvent je suis le trait d'union, très modestement, hein. Mais on est un peu les traits d'union entre les éléments qu'on travaille. Il y a des producteurs avant nous, des gens qui travaillent la terre. Moi je suis issu d'une famille qui avait les deux pieds dans le terroir, donc j'ai des valeurs paysannes qui m'ont été transmises et des notions de respect, et ça c'est important d'avoir ces notions de respect. Donc les gens qui produisent des légumes, voilà, et on est le trait d'union entre ces éléments-là et nos clients. On va transformer les produits, leur donner une personnalité, une écriture, quelque chose qui nous ressemble, et après on va le passer pour le client, l'apprécie, et notre travail et celui qui a été fait aussi en amont avec les producteurs qui sont à la base. Donc c'est là aussi l'importance de respecter l'humain qui est avant nous, de respecter la nature avec les produits qu'elle procure aux humains, ni plus ni moins, hein. Donc là on va retrouver le céleri et l'écrevisse, donc cuit en risotto. Donc on a taillé le céleri en petites billes, en petits cubes. On l'a lié avec le bouillon des écrevisses et un peu de parure d'écrevisse toujours pour mettre le maximum de l'écrevisse. Tu me donnes le top pour la mousseuse, Lulu? La création de travail est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible, donc tu peux passer et tu maîtrises mieux. Tu es moins percuté par des zones que tu maîtrises plus. Quand tu es dans le bordel, tu maîtrises plus. Il y a une perte de maîtrise. Alors que une fois que tu as maîtrisé, tu es libéré de tout ça. Donc c'est juste se mettre une bonne trame, comme une maison, hein. Si elle n'a pas de fondation, elle se casse la gueule, hein. Même si c'est la plus belle du monde, hein. Donc une bonne fondation, et après on peut exprimer. Si je pense en architecture, c'est la même chose, en écriture, au cinéma, dans toute forme d'expression, une base structurée au départ, et après on peut exprimer. Après on peut aller dans beaucoup de choses. Voilà. Mais un noyau dur, les fondations de notre expression, elles passent par là. Sur notre menu du jour, on a associé le canard et la betterave. Donc la betterave pour son côté sucré, avec le canard qui aime bien le sucre. Et pour donner l'équilibre au plat, on a cassé le sucre par une fleur que j'aime bien, qui est l'hibiscus, pour amener de la tension. Et en même temps, l'hibiscus, on va jouer le chromatique de la betterave, parce que l'hibiscus amène la fraîcheur, mais il reste dans la même coloris. Donc là, on joue aussi, c'est un peu une palette de couleurs comme un peintre qui va chercher des nuances. Donc on va chercher des nuances, et des nuances de texture, et des nuances de couleur en même temps, et des nuances de saveur. Donc là, pareil, toujours cet aspect strat de chaque construction, de chaque plat. Donc le côté graphique, le côté texture, avec là c'est du pickles, donc j'aime beaucoup les pickles parce qu'on a un côté acidulé et craquant qui va amener une mâche et qui va amener de la fraîcheur en bouche. Donc aussi par rapport au côté terreux, là on va avoir de la douceur avec un côté plus suave sur la purée. Là on fait des formes et des couleurs aussi différentes, avec on glace avec des vinaigres. Donc là on va rajouter de la myrtille, plus on est local, on va amener de la fraîcheur. Et là on va rajouter du citron, donc on reste aussi sur de la fraîcheur pour contrebalancer avec la douceur et le sucre de la betterave. Donc là pareil, on les glace, au dernier moment un trait de vinaigre, c'est le petit coup de fouet qui leur manque naturellement. Donc moi j'aime bien aussi ramener ça, et puis le petit poivre à la fin, tiens, s'il te plaît.
Donc le petit poivre à la fin qui vient donner aussi du percutant. Les chaleurs en bouche, c'est important. Donc dans le jus de betterave, on va le parfumer avec donc la fleur d'hibiscus qui va amener l'acidité et le jus de gingembre qui lui va amener le côté chaleureux en bouche et qui va réchauffer la bouche, donc qui va amener la complexité. En même temps, des choses qui marchent très bien avec le canard. Le gingembre, le canard, les Asiatiques le font depuis des siècles et des siècles. Donc on se l'approprie, on se l'ajuste et on a rajouté un peu de fleur de sureau qu'on a infusé avec les vinaigres pour accentuer le côté floral. Donc le côté floral avec un aspect local sur le canard qui vient un peu amener un peu plus de profondeur aromatique. Donc là, pour mon tableau, après je m'amuse avec les formes, les machins. Tu m'as dit combien on a joué sur les formes, c'est marrant parce que tout à l'heure on a fait de la bille. Donc on était dans la bille, là on fait du cul. Donc aussi pareil, du cylindre, des formes un peu différentes. Le but aussi dans l'esprit visuel du client, c'est que en séquence, là on fait un plat, une assiette. Donc souvent sur les plats principaux, des fois j'amuse à séquencer et des fois je reviens sur un plat, une seule assiette. Et après des fois on repasse sur, des fois c'est l'inverse. Mais aussi que dans la dégustation, il n'y ait pas une approche linéaire. Ça, c'est toujours ce que j'évite. L'approche linéaire, tous les menus doivent être en rupture. En rupture, en cassure, avec des dressages différents. Ou alors même si mon identité fait qu'il y a une écriture qui est très personnelle, même si elle est approchée différemment sur certains plats, elle reprend un peu les mêmes codes. C'est un peu ce qui fait l'ADN chez chacun, avoir son identité. Moi, le meilleur des compliments, c'est quand on me dit votre cuisine, elle est identitaire, on la verrait à New York, à Paris, on sait que c'est vous, quoi. Et ça, pour moi, c'est hyper important, c'est d'avoir, savoir qui je suis. Il faut une pigeon, il faut une colle verte. Allez, ça, s'il vous plaît, là. Et derrière, j'attends 3 colles vertes en garniture, les copains. Vous l'avez. Hein? Pigeon, là tu me fais la légume et la pigeon, ça c'est quoi le verbe? Une pigeon, légume, c'est une légume, tu peux mettre un autre. The squad is here. This is pigeon, come there, and this vegetable.
Bon, je me présente, je m'appelle Noémie Dallara, j'office en tant que directeur de salle dans la maison Benoît Vidal depuis le début de la saison d'hiver maintenant. Nous ici, on a la chance de travailler avec une clientèle qui est très agréable, avec beaucoup de partage parce qu'ils viennent déjà dans un endroit qui est singulier et plutôt rustique, humble. Et c'est vrai que sur le partage, il y a quelque chose de plus nature, plus honnête. Donc c'est intéressant de travailler avec cette clientèle. Et le goal, l'objectif de notre travail, c'est qu'à la fin du repas, on ait ce côté j'ai passé un bon moment, j'ai retrouvé des souvenirs d'enfance, comme si j'allais chez ma grand-mère, quand j'ai goûté telle ou telle mignardise, je me suis sentie ça me rappelle en 90 quand j'ai goûté ça. Et en fait, tout ça, c'est des échanges et le client se révèle sur un côté un peu intime en fait dans son parcours à lui. Donc il y a vraiment un échange d'émotions et je trouve que ça c'est vraiment la base de notre métier, c'est de faire plaisir en se faisant plaisir dans notre travail, en ayant du partage et puis un grand merci à la fin. Donc le poste de directeur de salle consiste à manager l'équipe entière, donc les chefs de rang, commis, la sommellerie, également gérer toute l'expérience client, de la prise de la réservation jusqu'au départ client lorsqu'il nous rend visite, le suivi aussi de tout ce qui est communication avec nos réseaux sociaux, également notre site, notre système de réservation, voilà toutes ces petites étapes qui nous permettent de créer une expérience cliente complète et aussi à travers l'humain avec ses équipes, ses partenaires de travail qui nous permettent d'évoluer dans notre métier et puis créer cette expérience dans ce lieu singulier. Ça fait maintenant 14 ans que je travaille dans l'hôtellerie-restauration. J'ai un parcours très hétéroclite, j'ai vu beaucoup de facettes de la restauration, notamment pour la petite anecdote, je suis un peu née dedans. Mes parents étaient hôteliers et restaurateurs, donc pour moi, le côté un peu coup de feu du service, les clients qui rigolent en salle, c'est quelque chose qui est très rassurant. C'est la maison, tout simplement. Et du coup, j'ai parcouru quand même plusieurs facettes en travaillant dans le bistrot, brasserie, restaurant gastronomique, bistronomique. Et maintenant, me voilà du coup dans le côté gastronomique. Et ça me permet d'avoir vu beaucoup de clientèle, d'avoir beaucoup de partages qui m'ont enrichi. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que mon parcours, étant un petit peu différent des autres, sans être passé par une école hôtelière, me permet de pouvoir répondre plus aux attentes des clients, de m'adapter surtout. Je pense qu'on a tous un côté un peu caméléon et ce parcours m'aide au quotidien dans mon travail. Alors le mieux pour comprendre vraiment comment est fabriquée telle ou telle chose, c'est vrai que nous on a le côté final, mais pour pouvoir l'expliquer aux clients, le plus judicieux c'est quand même d'aller voir en cuisine chaque acteur et leur demander comment tu pars de ce produit brut pour arriver à ce que nous on sert en fait. Donc je sais pas moi, pour le fromage travaillé, je vais voir Laura et j'aime bien qu'elle me fasse voir chaque étape et moi aussi ça me permet de comprendre et à la lecture de l'assiette, parce que quand on énonce une assiette en fait on la lit tout simplement. Tous les éléments sont là, donc on va lire l'assiette. Et le mieux, à mon sens, c'est de voir la fabrication pour pouvoir expliquer au mieux au client. Donc voilà, ça passe par Anthony, écoute comment tu cuis ce poisson, tu l'immerges dans, ok, donc combien de temps? Et en fait tout ça, tous ces procédés, ça nous permet d'être vraiment honnête avec le client, leur expliquer et une super transparence. Et je pense que ça c'est important. Bonjour, je m'appelle Pierrick Chapelle, donc je suis chef sommelier à la maison Benoît Vidal depuis déjà 6 ans. Donc j'officie dans le restaurant sur l'entièreté des pôles boissons. Donc mon rôle va consister, donc comme un sommelier classique forcément, donc de la prise de commande à l'apéritif pour les clients qui viennent de s'asseoir à table, jusqu'au digestif, donc vraiment jusqu'à la fin de leur repas, en passant par les boissons chaudes, forcément par le vin qui est vraiment le pôle le plus important, que ce soit donc pendant le service mais aussi à l'extérieur du service, où là je vais plutôt m'occuper de tout ce qui est forcément gestion, tout ce qui est achat de vin, achat de spiritueux, et encore on revient sur la même idée, jusqu'au café et boissons chaudes. Du coup, pour savoir comment j'en suis venu justement à la sommellerie et puis à la restauration en général, donc ça va être
Ça s'est passé assez tôt, donc sachant que lorsque j'avais 15 ans, je savais déjà que je voulais faire de la restauration. J'ai eu l'occasion d'avoir quand même des parents qui m'ont suivi relativement tôt et qui m'ont toujours laissé une grande liberté dans mon choix professionnel et même dans mes choix en général. Du coup, après plusieurs hésitations et plusieurs choix possibles, je me suis vraiment orienté vers la restauration, donc de mes 15 ans jusqu'à forcément aujourd'hui. Premièrement, plus en cuisine et ensuite en salle, mais de mes 15 à 17 ans on va dire. Et ensuite après ça a été juste un échange avec plusieurs personnes et surtout beaucoup de rencontres qui ont fait que je me suis vraiment dirigé vers le vin beaucoup plus précisément. Donc premièrement ça a été une partie de mon expérience en saison lorsque j'avais 17 ans. Donc avant même vraiment que je sois professionnel entre guillemets, où j'ai vraiment eu un premier échange avec plusieurs personnes. Et la deuxième chose, ça va être surtout lié à la sommellerie en général. Et là vraiment c'est plusieurs rencontres, donc forcément mon professeur de sommellerie à Angoulême, là où j'ai commencé, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a vraiment fait comprendre que c'était une passion. Et ensuite, d'année en année, forcément rencontrer des gens très importants. Je vais avoir mon premier maître de stage qui était mon premier chef sommelier, qui aujourd'hui est à la retraite, mais qui était très très important pour moi, qui m'a vraiment canalisé, qui m'a vraiment fait comprendre l'envie de ce métier-là. Et ensuite, après, il va y avoir énormément d'autres personnes. Ça passe des amis, certains qui sont même aujourd'hui sur la station. Ça passe vraiment beaucoup de personnes qui, de jour en jour, m'apprennent beaucoup sur le travail, bien évidemment, et qui me renseignent sur l'ensemble de mon travail et qui me permettent tous les jours de m'améliorer et de continuer, tout simplement. Donc pour le choix de l'entièreté de la carte des vins, la manière de procéder en fait, c'est qu'on va toujours s'adapter par rapport à notre clientèle. Donc déjà ce que veut notre clientèle et ensuite composer par rapport à ça. Sachant qu'aujourd'hui on a une carte des vins qui comporte sur la saison entre 400 et 500 références. Donc on va forcément s'adapter par rapport à notre clientèle. C'est-à-dire que on est à Val d'Isère, on a une clientèle majoritairement anglo-saxonne et francophone. Donc on va plutôt s'intéresser à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils nous le demandent en fait. Donc on se rend compte qu'on a forcément une appétence par rapport à l'envie d'aller sur des vins très régionaux, très locaux. Donc on va d'abord s'arrêter en Savoie premièrement, et ensuite on va forcément aussi voir ce qui se passe le plus proche de nous. Donc on va aller dans le Jura, on va aller forcément plus connu mais en Bourgogne. On a aussi un petit peu les vins de l'Isère qui sont peu connus mais qui sont aussi à côté de chez nous. Et puis après, plus on va regarder la carte des vins, plus on va s'écarter jusqu'à terminer sur le côté atlantique, donc plus Val-de-Loire et plus Bordeaux, où là ce sont des régions qui sont moins importantes pour nous et moins importantes pour les clients. Donc vraiment on a ça, on va avoir aussi un aspect connaissance de vin, c'est-à-dire que plus une région va être réputée, plus il va falloir quand même l'avoir sur carte. Donc là forcément les deux plus proches, chez nous ça va être le Rhône et ça va être la Bourgogne, surtout en ce moment où justement les vins de Bourgogne ont une cote assez exceptionnelle. On va s'y attarder un petit peu plus sans oublier forcément la Savoie. Donc c'est comme ça qu'on va construire la carte. Faut pas oublier non plus la place qu'on a à disposition, sachant que comme on sait les cartes des vins c'est surtout de l'immobilisation. Donc ici on a une cave à vin qui est relativement restreinte, donc on va essayer de jouer avec et essayer de la maximiser en soi. Donc forcément c'est aussi un petit frein entre guillemets, donc c'est ce qui va nous stopper sur les commandes de vin et sur certaines réflexions ultérieures qu'on peut avoir. Après par rapport à ce qui va se passer en salle ici même, on va avoir deux types de clientèle en fait sur le choix qui vont être assez simples, c'est-à-dire qu'on va avoir un choix au niveau de la bouteille, où des clients vont choisir une bouteille pour faire l'entièreté du repas ou plusieurs bouteilles pour faire le repas. Donc là on a toujours bien évidemment un conseil à apporter, sachant que la clientèle recherche ça, vraiment avoir un échange et avoir vraiment une continuité, un suivi de l'entrée jusqu'au dessert. Et ensuite on va avoir une autre chose qui est très importante également, qui va être l'accord mets et vin, donc travailler en amont. Bien évidemment, ce n'est pas un choix du client, c'est un choix qui est nôtre. Donc c'est-à-dire qu'en début de saison majoritairement, et puis au fur et à mesure que la carte évolue, on va choisir un vin par plat, avec aussi des accords mets et vins un peu plus restreints pour ceux qui souhaitent moins boire. Mais le but étant de proposer tout de même des accords qui fassent l'entièreté du menu. Et ce que l'on va rechercher, c'est encore une fois avoir cette même vision-là, voire plus poussée sur les vins locaux. Donc on va vraiment s'ancrer dans la Savoie. Ce que je dis souvent, c'est que quand on fait un accord, si un vin de Savoie est possible, on le fait. S'il n'est pas possible, par contre, on ne va pas s'y restreindre non plus
parce que le but c'est que ce soit intéressant gustativement. Et du coup, on peut aller bien évidemment sur d'autres régions, c'est pas un souci. Après, on va forcément s'arrêter en Savoie parce que c'est une région qui est très dynamique en ce moment. Une belle, on va dire, une belle relation avec les vignerons. Il y a beaucoup de trentenaires, en fait, de jeunes trentenaires qui arrivent et qui insufflent un nouvel état d'esprit et une nouvelle envie en Savoie. Donc, on va vraiment se concentrer sur eux. Donc ça passe par Thomas Blard, qui est un très bon ami, par Céline Jacquet, avec qui on travaille depuis longtemps. Mais il y en a beaucoup d'autres, il y a le domaine de l'étonnement, il y a Ludovic Archer, tous ces vignerons, surtout de la Combe de Savoie, donc d'Albertville jusqu'à Chambéry. Il y a beaucoup de terroirs différents, on va vraiment s'ancrer là. Et le but étant de faire découvrir les vins de Savoie aux clients, parce que malgré le fait que ce soit une région qui bouge beaucoup, on a quand même beaucoup de clients qui ne la connaissent pas, qui la connaissent mal. Et alors sinon, on a forcément la clientèle étrangère qui, elle, est au contraire très intéressée et qui cherche vraiment à savoir ce qui se passe dans la région et à savoir à quoi ressemblent les vins. Sachant que voilà, je pense que là, les mauvais vins de Savoie des années 70 sont passés. Aujourd'hui, on est vraiment sur une région qui, en termes de qualité et en termes de production, est vraiment passée à l'étape supérieure. Et aujourd'hui fait partie des plus belles régions de France en termes de production de vin. Voilà. Alors donc ici vous allez retrouver notre plateau de fromage, donc essentiellement de la région. Vous allez voir tous nos fromages au lait de vache juste ici. On va partir, on reste à Val d'Isère au début. Une petite ferme, la ferme de la Droite, qui se trouve donc dans Val d'Isère et qui a quelques vaches et quelques chèvres. Donc on est sur 2 tomes de 6 mois d'affinage. La première elle est céronnée et la seconde en fait on va terminer l'affinage dans un marc de raisin. Marc de raisin donc de Mondeuse qui est le cépage principal de la Savoie, qui va donner un goût assez puissant en fait au fromage. Ensuite, juste devant, vous allez retrouver notre reblochon qui est fumé, donc le côté fumé qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine du chef. Juste devant, beaucoup plus crémeux, on va partir dans la vallée d'Abondance pour avoir ce vacherin, donc vacherin de la vallée d'Abondance, vraiment très crémeux, très léger. Ensuite, on part dans le Beaufortin. Le Beaufortin, donc, qui nous propose un beau Beaufort. On est sur un Beaufort d'hiver assez puissant, car on est sur à peu près 1 an d'affinage. Juste à côté, on va voir les 2 bleus. 2 bleus. Celui-ci, on va être juste de l'autre côté de Val d'Isère, au col de l'Iseran. C'est un petit village, donc à Bonneval, bien fleuri l'été, très sympa à visiter notamment. Donc ici, ce bleu, il va être plutôt crémeux et assez puissant en goût. Ici, vous allez avoir donc le Termignon, qui est un peu plus loin, plus du côté d'Annecy, qui n'est pas très affiné, donc il va être plus léger en goût. Ensuite, on va passer sur tous nos fromages au lait de chèvre et de brebis. Ici, on revient sur Val d'Isère avec cette tomate de brebis, toujours de la petite ferme de la Droite, juste à côté. Ici, on va aller à Tignes avec ce fromage, donc le persil de Tignes, qui a une histoire assez particulière. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule famille, la famille donc Marmottan, qui fait ce fromage. Toutes les autres ont rendu leur terre. C'est vraiment une toute petite famille et la particularité, c'est que c'est de chèvres et de vaches également. Donc il y a vraiment les deux et de proportions en fonction en fait de la production. Donc on trouve vraiment en fait dans la région qui peut être assez rare aussi à trouver en fonction de la production. Et surtout que les fromages de chèvre ont un peu plus aussi une saisonnalité que les fromages de vache. Et ici donc vous allez avoir les 100% chèvres. Le premier il va être plutôt frais, donc vraiment un fromage de chèvre frais. Ici le chevretin, il est travaillé dans l'esprit d'un reblochon mais de chèvre. Et terminé donc ici avec le tarentais donc qui nous vient de la vallée de la Tarentaise. Avec ces fromages, on propose plein de petites choses tout autour. Ici donc vous allez retrouver nos pâtes de fruits, tout est fait maison évidemment. Donc pâtes de fruits, celle-ci elle va être à la myrtille et ici vous allez avoir la poire et safran de Maurienne. Parce que oui, on fait du safran en Maurienne, des petites productions qui se sont mises à faire du safran dans la région. Ici on retrouve la myrtille mais sous forme de confiture. Là vous allez avoir le miel infusé à la fleur de sureau. Donc comme on a pu le voir dans tous les plats du chef, il aime beaucoup utiliser aussi tout ce qui est fleurs, un peu les plantes. Donc voilà, on en a fait un miel infusé à la fleur de sureau. Ici ce sont des raisins qui ont été faits donc à la chartreuse, pour aussi rappeler donc la région à la chartreuse et le côté herbacé aussi de la chartreuse. Et on est toujours dans cet esprit-là. Et terminé, donc vraiment notre plateau avec le pain. Donc on est sur un pain aux noix et aux fruits secs. Voilà donc notre plateau. Lors des dégustations se fait vraiment en fonction de la force
et des fromages. Bonjour, donc du coup moi c'est Laura, je suis chef de partie dans la maison de Benoît Vidal. Je suis rentrée dans la cuisine car mes parents sont des grands gastronomes, aiment beaucoup la gastronomie. Enfin, toute ma famille, depuis que je suis enfant, je baigne dedans. Mes parents cuisinent, j'ai mangé dans de beaux restaurants avec eux. Du coup, je suis partie, j'ai fait un BTS hôtellerie et restauration. Ça m'a ouvert pas mal de portes parce que j'ai effectué mon stage chez Bernard Loiseau à Saulieu. Et ensuite, je suis repartie travailler à la fin de mes études pendant 1 an et demi. Puis après, je suis repartie sur Annecy, du coup, je pars travailler pour Laurent Petit. Donc tout d'abord au Café Brunet, son bistrot. Et ensuite au Clos d'Essence pendant 3 ans, où j'ai beaucoup évolué, je suis passée par tous les postes. Et on m'a laissé ma chance de pouvoir avoir un poste de chef de partie. J'ai choisi la maison Benoît Vidal, car c'est une maison qui m'inspire depuis longtemps. Le chef aussi, car c'est une maison qui est très identitaire, un chef avec une réelle identité entre montagne et mer. Bon, pour nous, en tant que jeune cuisinier, je pense que c'est très important d'évoluer dans des maisons comme celle-là. Le chef est constamment avec nous en cuisine à nous transmettre sa technicité, son savoir. C'est très important pour moi qui ai besoin de ça. La maison, elle a réellement une âme. On se retrouve dans un endroit au milieu de la montagne. C'est magique. Enfin, je pense que n'importe où on aille, on ne retrouvera pas ça. La relation que j'ai avec le chef en cuisine pour la création de plats, c'est très intéressant car il vient vers nous pour trouver des choses que l'on connaît déjà et nous emmener où il veut amener sa cuisine. Et donc du coup le partage de techniques, de savoir est très important. Et du coup, une seule femme au milieu de tous ces garçons, ouais, forcément, écoutez, non, c'est génial, ils sont tous bienveillants avec moi, ils prennent tous soin de moi, c'est merveilleux. Enfin, on entend tous que les garçons en cuisine sont des gourous, ils sont un peu, pas du tout. Ils sont plutôt bienveillants et ça se passe très bien avec eux. J'ai pas de problème à communiquer avec eux ou ils n'ont pas de problème à communiquer avec moi. J'ai trouvé ma place au milieu de tous ces garçons, mais tout se passe très bien. Bonjour, donc Philippe Ginou, donc sous-chef du restaurant Benoît Vidal et du restaurant gastronomique ainsi que le bistrot. Pour ce qui est de mon poste, je m'occupe essentiellement d'aider tous les postes pendant la mise en place et le service, sauf le service du midi où je suis en charge du restaurant, donc du bistrot, le côté bistrot du restaurant. Ce qui me permet à moi de faire les deux, le bistrot et le gastro. Ça fait une petite coupure pour moi de ne pas faire les mêmes choses toute la journée. Pour ce qui est de mon parcours, donc j'ai commencé à toucher à la cuisine et à la restauration en général à Thonon, donc à côté de chez moi en Haute-Savoie, par un bac techno puis un BTS avec option cuisine-salle. Ce qui m'a permis d'avoir un œil sur tout ce qui se passe un petit peu, cuisine et salle. Et après, pour ce qui est de mon début dans la profession, donc ça a été chez Monsieur Marcon dans un restaurant 3 étoiles, où j'avais rencontré donc chef Benoît Vidal l'année d'avant pendant mon premier stage en BTS. Les restaurants où j'ai travaillé sont des restaurants étoilés ou non. J'ai fait des 3 étoiles, des 2 étoiles, des 1 étoile, des restaurants traditionnels, des bistrots aussi, avec les gastros on va dire à côté. Ce qui m'a permis de voir un peu toutes les facettes de la gastronomie et de la restauration en général. C'était important pour moi de voir un peu tout, pas parce que j'aime que on va dire, les étoiles etc, mais ça m'a permis de voir vraiment tout ce qui peut se passer et ce qui me plaisait le plus. J'ai même été faire pendant la période Covid donc un petit tour dans un restaurant scolaire, dans un collège à côté de chez moi. Moi ça m'a permis de voir qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation des jeunes sur les produits et la connaissance. C'est quelque chose qui est important pour moi maintenant, une fois je m'en suis rendu compte. Ça m'a permis aussi de voir ce que je voulais, toutes ces expériences, de voir ce que je voulais faire et ne pas faire. Comme ça, dans mon but, on va dire proche ou moins proche, c'est d'ouvrir mon restaurant plus tard. Ça m'a permis déjà de savoir quasiment ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. Pour avoir ce qui m'a amené en fait à faire de la cuisine. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment passionné par le sport. Et en fait, en 3e, on fait un stage de découverte, etc. pendant une semaine. J'ai fait un semaine dans le sport, pas forcément plu. Et ma professeure principale me trouvait hyper actif, je bougeais tout le temps, etc. Elle m'a dit « essaye la cuisine ». Et arrivé à Pâques, j'ai fait un stage de 3 jours dans un restaurant. Le premier jour, on a fait 150 couverts, on était 3, dont moi. Et je me suis retrouvé le matin à éplucher 20 kg d'oignons, 20 kg de patates, faire un service avec eux alors que j'avais jamais touché aucun couteau de ma vie ni rien. Je suis rentré,
je sentais la graisse, j'étais brûlé à 2-3 fois, un peu coupé. Et je suis rentré, j'ai dit à ma mère, ouais, c'est ça que je veux faire en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à... Parce qu'avant, à mes 15 ans, je savais clairement pas ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire pendant la restauration, l'entraide, le coup de feu, l'excitation, plein de choses comme ça, c'était vraiment top. Ça m'a beaucoup plu. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit que je voulais continuer. J'ai gardé à essayer de prendre ce plaisir dans ce que je fais, à toujours avoir un petit peu de stress, un petit peu être à la dernière minute ou faire des choses un petit peu dans l'urgence. Je trouve que c'est là aussi qu'on est des fois le meilleur. Après, je dis pas, un petit peu de confort, c'est bien quand c'est un peu plus calme. Aussi, ça fait plaisir. Mais travailler dans l'urgence et avec Chef Benoît, c'est ce que j'ai aussi appris. Avec Monsieur Marcon, où je l'ai rencontré aussi, on avait beaucoup de choses à faire. Très vite des postes à responsabilité, donc il faut vite apprendre à savoir faire et à faire faire aussi, à savoir déléguer. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que M. Marcon nous a beaucoup appris la transmission. Et même si je reste jeune à 30 ans, enfin bientôt, j'ai envie de transmettre tout ça, tout ce qu'on m'a appris. Et bon, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, parce qu'on apprendra toujours dans ce métier. Mais pour moi, c'est important de retransmettre aux jeunes. Comme là, je vois des jeunes qui ont 20, 22 ans, 24 ans. C'est hyper important de leur transmettre toutes les choses que nous on a appris, et eux aussi ont des choses à nous transmettre. C'est important de pas penser qu'on a le savoir absolu. Quoi qu'il arrive, je pense que dans n'importe quel métier, on n'aura jamais le savoir absolu. Et là, c'est être un espèce d'échange. C'est hyper important parce que ils ont forcément des choses à nous apporter, pas toujours des fois très bonnes, mais il y a toujours des choses où c'est qu'on peut interférer ou échanger là-dessus, et c'est hyper important pour moi. Le premier hiver que j'ai fait à Val d'Isère, ça a été l'hiver 2017-2018. L'hiver, l'un des plus neigeux récemment. On a eu au Fornay 14 mètres de neige au total. Pour moi qui venais du bord du lac Léman, 14 mètres de neige cumulé, c'était énorme. Pour un exemple, sur le parking où c'est que j'avais garé ma voiture, elle avait disparu en fait. Il y avait 3 mètres de neige au-dessus. On se retrouvait tous les jours le matin avec le chef à 6h45 à déneiger. Pendant le service, quand j'étais au bistrot, je déneigeais aussi pendant le service pour que les clients puissent arriver. On s'est retrouvé coupé du reste du monde, on va dire, même de Val d'Isère, 2 fois 3 jours à cause d'une avalanche, parce que la route entre le Fornay et Val d'Isère est très avalancheuse. C'est plein de ces petites choses c'est des choses hors cuisine qu'on peut trouver dures quand on voit que le côté négatif. Mais moi, je les ai pris du côté positif et ça m'a, on va dire, fait mûrir, ça m'a fait grandir. Et même si le chef avait des fois été très exigeant avec nous, était très dur, il nous insufflait cette énergie à toujours se battre. Et c'est toujours quelque chose que j'ai fait étant plus jeune, toujours me battre pour arriver où c'est que j'en suis aussi. Et là, il fallait se battre tous les jours. En fait, c'était en plus contre des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, ce qui est la nature. Mais au final, ça nous redonnait une énergie derrière qui était fantastique. Et l'été où je suis revenu derrière, le chef m'a demandé de revenir et je suis revenu. Et on a beaucoup travaillé aussi énormément. Mais tous les matins, j'avais ce petit moment où c'est que j'allais aux herbes. Le matin, c'est pareil, à 6h30, on allait aux herbes avec Johan, l'ancien chef pâtissier. Et c'était un plaisir en fait. On savait que la journée allait être très dure, mais pendant une demi-heure, on était dehors, seul au monde, avec des fois une marmotte, un bouquetin, un chevreuil qui passait ou autre. Et c'était magique. Le soleil se levait et on récupérait nos herbes. On arrivait, le chef était déjà au fourneau, il nous attendait de pied ferme. Et il disait des fois, vous avez traîné ce matin? Il disait, non chef, on a contemplé un peu dehors. Et c'est notre petit plaisir, on savait qu'on avait passé une dure journée, mais on avait toujours cette récompense le matin de se lever, d'aller chercher des herbes et surtout que le midi ou le soir, ça soit servi aux clients. C'était magique pour nous de se dire, voilà, on a été ramasser nos petites herbes, c'est servi, c'est utilisé et c'est quelque chose de très bien. Donc c'est des petites choses qui sont hors cuisine, mais qui sont, si on veut le voir vers le côté vide, ça marche pas, il y en a qui vont, ça va pas plaire. Mais si on veut le voir le côté positif, ça peut nous donner aussi plein d'autres choses et ça nous permet de nous grandir, de mûrir pour plus tard. Et c'était une expérience qui était pour moi marquante dans tous les sens. Et je trouve que ça résume bien les choses parce que le logo du restaurant, c'est l'empreinte. Et on peut dire que j'ai été un petit peu marqué par l'empreinte du chef aussi. Donc voilà, on va faire un plat sur le céleri et l'omble chevalier. Donc l'omble chevalier, poisson d'eau douce de la région. Et le but c'est d'associer avec un légume de saison. Donc on a pris le céleri rave et on va l'exprimer au maximum de ses capacités. Donc c'est-à-dire on va utiliser la totalité du produit. On n'a rien qui va à la poubelle. Donc on va récupérer les parures pour faire un jus. On va tailler des formes différentes, variées, les assaisonner différemment pour leur donner de la texture, du contraste, de l'acidité, du moelleux, du croquant et du fondant, donc ce qui va donner aussi une dimension un petit peu rock'n'roll en termes de dégustation. Voilà.
Ok, donc là on va éplucher les céleris. Donc le but c'est de garder un petit peu de chair aussi, parce que c'est ce qui va nous servir à faire notre bouillon de céleri. Donc on va passer toutes les parures à la centrifugeuse. Donc on va débiter après avec des formats différents chaque partie du céleri. Donc quelque chose qu'on fait aussi souvent dans notre cuisine, on est en montagne, donc le fumet est très présent dans la cuisine de montagne. C'est que les parures, on les passe des fois au fumoir. Donc ça nous permet d'avoir aussi une longueur en bouche, une expression différente sur les parures du céleri. Donc sur une autre partie, donc on va récupérer tout ce qui n'est pas joli et on va faire une purée, donc ça va amener le côté plus onctueux. Donc en même temps, là aussi c'est des choses que j'aime bien, c'est pouvoir avoir des formats différents. Donc on va récupérer à la pomme parisienne des billes dans le céleri. On va travailler des formes géométriques de façon un peu répétitive sur notre plat. Tout simplement pour les billes, on va prendre un petit peu d'huile d'olive et on va rajouter nos billes qu'on va faire suer à l'huile d'olive. Donc voilà, là on va continuer d'émincer les parures du céleri. Et on va démarrer en même temps la purée, donc là nos billes, notre purée. Donc ça, c'est le jus de toutes nos parures qu'on aura centrifugées, qu'on va mettre à réduire à côté, qui va nous servir à faire notre sauce à base de céleri. Donc là, on va assaisonner pour faire notre purée, donc sel, sur nos petites billes aussi, donc on va mettre une pincée de sucre, ça amène un petit peu de rondeur et en même temps ça amène la brillance à nos légumes. Pour nos braisages, on va rajouter une petite branche de thym histoire de parfumer, une petite gousse d'ail légèrement écrasée et on va mouiller après avec un jus de légumes. On va faire cuire la purée, on va mouiller à hauteur nos billes de légumes, on va laisser cuire. Pour l'instant le jus de céleri va réduire. Voilà, hop. Et on va passer à la transformation du céleri boule. On va utiliser notre petite machine, donc des bobineuses, on n'est pas forcément obligé de... Mais bon, j'aime bien donner des formats différents et en même temps ça reprend un petit peu notre mode d'expression avec ce côté circonférique qui va rappeler un petit peu la trame du rond de bois, l'essence du bois. Donc j'aime beaucoup ces préparations. Donc voilà, c'est très beau à la base. Donc là maintenant on va prendre notre céleri et on va le rouler. Et après on va le détailler et on va pouvoir le faire rôtir à l'intérieur de nos cercles. Donc ça va permettre de les stabiliser, les maintenir et les rôtir un peu comme dans l'esprit d'une tarte tatin. Donc là, donc on lui fait une jolie manicure, mais le but c'est vraiment de garder toutes nos parures et faire notre jus avec pour optimiser à 100% le légume et avoir la totalité de son expression. On va garder nos 3 petits rouleaux comme ça, on va les juste apposer, on va les mettre à l'intérieur de notre cercle et on va les faire rôtir. Donc, pour les rôtir, j'utilise du beurre clarifié, un beurre où on a retiré le petit lait. Donc voilà, une fois qu'on a mis notre céleri, on va le rôtir dans l'esprit d'une pomme tatin et on va faire rôtir le céleri avec la matière grasse. Donc l'autre partie du céleri qu'on a récupéré, on va la faire bouillir avec du balsamique blanc. Donc on va faire des petits pickles avec.
Le but c'est d'avoir un côté craquant, l'acidité bloque la cuisson des légumes et en même temps permettra de retrouver nos formes. Donc on va avoir la purée, on va avoir nos billes de céleri, nos rôtis de céleri circonfériques et en même temps notre pickles de céleri, donc qui va rappeler la même forme géométrique et en même temps avec des notes et des textures très différentes. Donc là on continue dans notre recherche d'optimisation du produit, de ne pas gaspiller et de transformer la totalité. Donc on va faire du cru, une autre texture, une autre saveur aussi avec le côté très rafraîchissant du céleri. Donc on l'emporte-pièce, donc toujours on va avoir une répercussion de la géométrie sur le même produit. Donc on les met juste dans l'eau histoire qu'ils soient bien croquants, bien craquants. Donc là pareil, donc là maintenant on va travailler notre poisson, donc notre homme chevalier, on travaille avec des producteurs locaux donc qui sont dans l'Isère, donc la maison Murga qui est une grande maison locale. Donc là on va lever les filets. Donc le but de lever les filets c'est d'avoir notre couteau qui va longer l'arête dorsale. On va récupérer le filet pour le respecter le plus possible. Donc on récupère notre poisson, hop. Voilà. Voilà. Donc on passe dessous. Donc c'est des poissons d'eau douce, donc c'est des poissons à chair très tendre, très fragile. Donc pour protéger la chair du poisson et en même temps lui amener une belle texture, on va couvrir la peau avec une tranche de pain. Donc on fait un pain de mie, on fait des pains de mie maison bien sûr, mais on taille notre pain de mie très finement à la machine à jambon et on va recouvrir notre peau de poisson avec cette tranche de pain. Donc ça va permettre d'avoir une surépaisseur déjà pour le protéger pour la cuisson et en même temps lui donner un croustillant et un côté grillé que le pain va emmagasiner avec le beurre qui le rôtit. Voilà. Donc le but c'est que chaque étape de notre travail rende plus beau le produit que ce qu'il était. On respecte toujours le produit, on sait qu'il y a un artisan derrière, il y a quelqu'un qui met du cœur, donc on n'a pas le droit de l'abîmer. Retirer les arêtes. Donc l'idée c'est vraiment de récupérer la partie centrale de l'homme chevalier. On va prendre notre joli morceau là. Donc là, nos tranches de pain de mie, donc on a taillé assez finement avec la machine à jambon. Donc, pour notre portion, on va prélever les tranches, on va faire bien propre les extrémités. Et donc le but c'est de retrouver le croustillant du pain grillé qui va se superposer au croustillant de la peau du poisson. Donc là on va saler notre poisson. Hop. Et on va le rôtir, donc du coup côté peau. Et on va faire une cuisson quasiment à l'unilatéral, donc que d'un côté. Donc pendant ce temps, pendant que notre poisson cuit et colore, notre jus de céleri qu'on a fait réduire un petit peu, on va le crémer légèrement, donc crème liquide. Voilà. On va l'assaisonner pour pouvoir le monter notre sauce. Donc dans l'esprit du beurre grillé et de la peau grillée, on va monter notre sauce de jus de céleri avec du beurre noisette. Donc le beurre noisette, c'est un beurre qu'on a monté en température, qui a grillé. Le petit lait a grillé, a conféré au goût noiseté du petit lait qui est torréfié et qui permet d'avoir un arôme beaucoup plus renforcé sur le beurre. Donc c'est ce qui va nous aider à assaisonner notre sauce. Donc le beurre qui est refroidi va nous servir à monter notre sauce. Donc là, pendant que notre sauce se termine, on mixe notre céleri dans notre purée. Donc on va faire une purée juste assaisonnée. On va la mettre en poche pour pouvoir faire un dressage un petit peu soigneux et pouvoir faire quelque chose d'un petit peu graphique sur le dressage.
Donc voilà, le but c'est de commencer la cuisson. Quand on voit qu'elle arrive quasiment un peu plus de la moitié, on va contrôler la caramélisation, la coloration. On appuie légèrement sur la partie charnue pour en faire une uniformité de cuisson. Et là, on va lui donner un tout petit flash côté chair, très léger, et qu'on va retirer. Donc là, après notre poisson est cuit et il va finir de tirer légèrement. On va procéder au dressage. Donc là, on va faire un arrondi, positionner donc nos différents éléments de garniture. Voilà. Donc nos petits pickles de céleri qu'on aura cuit avec le vinaigre qui vont amener la densité, la fermeté aussi avec un légume croquant acidulé. Là on va rajouter nos petits légumes accrus, donc j'aime bien toujours avoir un petit assaisonnement accru. On a récupéré aussi les feuilles de céleri branche, donc le céleri branche qui est la famille du céleri boule bien sûr. Donc là l'idée, voilà. On va positionner notre poisson et on va faire nos petits derniers éléments de dressage. Donc on va retrouver donc le céleri dans son expression totale. Et pour booster un petit peu l'ensemble, on va rajouter un peu de vinaigre de cidre, donc c'est du cidre de Savoie. On l'a gélifié avec de l'agar-agar et on l'a mixé, ça nous permet d'avoir un gel acidulé. Donc, on va faire des petites touches qui vont être de condiments, qui vont permettre aussi à la dégustation de venir amener du relief dans l'ensemble du plat. Donc là, on va venir amener notre émulsion de céleri fumé, montée au beurre noisette au cœur du dressage. Donc, ce qui va nous faire notre petit lac pour notre poisson d'eau douce. Et comme on a travaillé le beurre noisette, le côté noiseté du céleri en même temps, on va renforcer avec un petit peu de noisette concassée. Ça va amener de la rondeur, un petit peu de texture, un peu de craquant en même temps et compléter le tableau. Donc voilà, l'omble chevalier en croûte de pain grillé, déclinaison de céleri dans son entièreté, jus monté au beurre noisette, noisette grillée. Bonjour, je m'appelle Chloé, ici c'est ma deuxième saison. Aujourd'hui je suis en tant qu'assistant maître d'hôtel. Donc mon but c'est d'assister Noémie tous les jours donc, dans son travail, de faire également toutes les mises en place et le suivi des clients donc du début à la fin de leur venue ici. Bonjour, donc, je m'appelle Aurore, je suis commis sommelière à la maison Benoît Vidal. Donc j'aide Pierrick à la commande des vins, commande des apéritifs et j'aide également la mise en place pour la salle le matin. Hello, my name is Sandeep. I came for internship for 6 months and I completed 2 months and learned so many things. I have to learn step by step and we have 4 months and they will teach by step. I'm very happy to work here. Thank you so much. Hello, my name is Ajay. I came to work here internship, so I'm so proud to do work. I'm so happy to work here. Thank you. Je m'appelle Francesco et je suis demi-chef de pâtisserie en garniture. Ce que je fais tous les jours, c'est de travailler, préparer. Et je m'occupe traitement de la cuisson des légumes. Et je suis juste en face du show avec mon collègue Anthony qui s'occupe traitement de la cuisson des viandes et des poissons. C'est ça qu'est-ce qu'on fait. Moi je m'occupe que des légumes et lui qui est de la cuisson des viandes et des poissons. Quoi. Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis chef de partie au poste viande poisson sauce à la maison Benoît Vidal. Comme le disait précédemment mon collègue Francesco, je travaille donc à ce poste. Je m'occupe de tout ce qui est la cuisson des viandes, poissons, des sauces. C'est un travail de cohésion et de concordance avec mon collègue. On travaille vraiment main dans la main. Ce travail d'équipe permet un bon déroulement du service. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis commis de cuisine. Je m'occupe du poste des apéros et des canapés. Un poste qui consiste à commencer le menu en beauté. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis chef de partie en pâtisserie. Donc on s'occupe de tout ce qui est dessert et miniardises en fin de repas, autour de produits de la région. Donc ça peut être un citron sapin. Autour des émotions, on travaille en collaboration avec le chef pour
mettre en avant ses souvenirs ou ses créations. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis chef de partie en pâtisserie. Je m'occupe des dressages des desserts ainsi que de la mise en place de la carte. Avec mon collègue Vincent, on s'organise tous les deux pour la production ainsi que l'organisation de la pâtisserie. Allez, je vous invite à rentrer chez moi.